Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Nous sommes en guerre. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Opération militaire d'ampleur depuis la nuit dernière en Ukraine. L'armée russe bombarde Kiev, Odessa ou encore Kharkov et entre avec ses blindés dans plusieurs points du territoire ukrainien. On écoute ce son. C'est le son d'une famille ukrainienne qui filme le passage d'un avion de chasse qui largue une bombe. Ça bouge partout dans le monde. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en vue, condamnation unanime des Occidentaux, conséquences lourdes sur l'économie avec explosion du prix du pétrole, explosion du prix des denrées alimentaires, les bourses qui s'effondrent. Emmanuel Macron a parlé peu après 13h30 et devrait reparler ce soir. D'où notre grand débat. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Et vous êtes désormais 68,9% à dire non. Avec nous, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou de 2000 à 2003, qui connaît donc Vladimir Poutine. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Vladimir Poutine. Êtes-vous surpris par cette offensive militaire? Oui, je dois le dire, parce que mon impression était que Vladimir Poutine avait un raisonnement rationnel et que cette offensive militaire ne correspond en fait pas à l'intérêt de la Russie, que la Russie va en subir des conséquences économiques terribles, que le pouvoir d'achat des Russes, qui a déjà beaucoup baissé, va baisser encore plus, vous l'avez dit, le rouble s'effondre, les importations vont être entravées par les sanctions, et donc on ne voit pas très bien pourquoi Vladimir Poutine s'est lancé dans cette opération militaire qui consiste à aller jusqu'à Kiev, probablement pour changer le gouvernement, alors qu'il s'est insurgé depuis toujours contre les tentatives de régime change dans d'autres pays, dont il accusait les Américains. Mais vous qui l'avez connu personnellement, et je donne la parole aux vraies voix, psychologiquement, comment est-ce que vous qualifieriez Vladimir Poutine, puisqu'on a la chance de vous avoir et que vous l'avez bien connu? Oui, je l'ai connu pendant son premier mandat. Et je crois qu'il y a plusieurs Vladimir Poutine, plusieurs versions, plusieurs saisons, comme on dirait dans une série télévisée. Et d'ailleurs, il a un côté héros de série télévisée, un peu comme son antagoniste l'a été, le président. Je veux parler du président Zelensky. En réalité, ukrainien. Pendant son premier mandat, Poutine mettait de l'ordre à l'intérieur de la Russie en conduisant une guerre extrêmement sévère en Tchétchénie pour empêcher les sécessions, les nouvelles sécessions à l'intérieur de la Russie. Deuxièmement, en nommant des super-préfets dans les 7 districts qu'il a inventés en Russie, et je pense que cette réforme-là lui subsistera. Et par ailleurs, il poursuivait une politique pro-occidentale avec les chefs d'État et de gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Et il était l'ami des présidents et du chancelier de ces pays. Donc, c'est comme s'il avait mené une politique expérimentale vis-à-vis de l'Occident pendant 4 ans, et ensuite, pendant son premier mandat, ça s'est dégradé. Et il a été expliqué au Forum de Munich en 2007. Ce forum s'est tenu il y a très peu de temps, un week-end de février, chaque année. Il a été expliqué que la Russie n'avait pas été payée de retour dans ses avances aux Occidentaux et qu'à partir de maintenant, elle allait s'occuper de ses intérêts propres. Tom Collan. Ouais, moi je pense que l'invasion de l'Ukraine depuis cette nuit, c'est un acte qui à la fois désespéré d'une certaine façon et totalement irrationnel en effet. Désespéré, je pense aussi parce que finalement ce qu'essaye aussi sans doute de faire Poutine indirectement, au-delà du contrôle de cette région et des enjeux stratégiques qu'on a largement évoqués tout à l'heure, il s'agit aussi de revenir sur le devant de la scène. On l'a dit, la puissance russe est quand même une puissance déclinante très largement sur un plan économique. C'est plus du tout
la majesté que c'était dans la guerre froide, pendant la guerre froide par exemple. Aujourd'hui, la Chine évidemment est vraiment l'opposé, le meilleur ennemi, si j'ose dire, des États-Unis. C'est plus du tout la Russie. Et effectivement, en faisant ça, finalement, c'était encore un pouvoir de nuisance, à défaut de pouvoir imposer une puissance positive entre guillemets. Elle essaye d'exister par d'autres moyens, et de ce point de vue-là, ça marche d'ailleurs relativement bien, même si c'est absolument tragique comme procédé, puisqu'effectivement la Russie redevient, en tout cas pour le laps de temps qui est le nôtre actuellement, on pourrait dire l'enjeu prioritaire même de la politique étrangère américaine. Claude Blanche-Maison. Oui, je pense que c'est un coup tactique, en effet. Et Vladimir Poutine nous a habitués à des coups tactiques. Il a un grand sens de l'opportunité. Je suis pas sûr qu'il ait un grand sens de la stratégie à long terme. Parce que dans le fond, si on raisonne à long terme, quel est le grand rival de la Russie? C'est évidemment la Chine. Il est clair que la Chine, qui a une perspective à très long terme, considère que c'est elle qui, sur le plan économique, prendra le pas sur la Russie en Asie centrale et également probablement en Sibérie. Mais Vladimir Poutine considère qu'il peut s'adosser à la Chine pour affronter l'Occident. Je pense que c'est un calcul à très court terme, et que se couper de l'Occident, ça veut dire se priver d'un certain nombre de technologies de pointe, probablement aussi d'un certain nombre d'instruments financiers qui sont nécessaires pour le développement de la Russie. C'est aussi probablement indisposer une partie de l'élite russe, parce que je suis pas sûr que les oligarques soient absolument heureux d'être coupés des commodités occidentales, et peut-être de la population si elle perd du pouvoir d'achat. Joseph Touvenel. D'abord, faut pas oublier que Poutine, c'est un ancien officier du KGB. Colonel du KGB, absolument. Bon, ils n'ont jamais été réputés pour être de doux humanistes. Et donc sa façon de voir les choses, son formatage sous le régime communiste, qui est quand même un régime militaire totalitaire. Tout à l'heure, j'ai entendu Tom qui parlait de la puissance économique pendant la guerre froide. Non, il n'y avait pas de puissance économique soviétique. Il y avait la puissance militaire d'un pays totalitaire. Son poids économique était bien plus important à l'époque, relativement. Non, absolument pas. Tous leurs chiffres étaient... Enfin, quand je produis des chaussures droites et pas des chaussures gauches... Oui, d'accord. Enfin, tout leur machin... Non. Mais par rapport aux autres pays, la Chine n'avait pas eu tout le poids. Ils avaient une très grosse industrie lourde, notamment la sidérurgie, etc., mais ils exportaient peu. Oui, mais c'était gonflé, mais c'était quand même une puissance économique importante. Ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est une puissance économique importante, c'est quelqu'un qui est capable que de faire de l'industrie militaire. Non, mais relativement, une puissance, c'est toujours relativement à d'autres puissances. Et avec un peuple qui est dans la misère, parce que c'était un peuple dans la misère, n'oublions pas ça. Bien sûr, mais bien sûr. Depuis, c'est mieux pour le peuple russe. C'est mieux. Ils vivent mieux. C'est pas parfait, c'est moins, c'est pas dans le standard, mais ils vivent mieux. Sur cette réussite, l'ancien officier du KGB, il veut être reconnu. On le méprise. Ça fait quand même des décennies que, notamment l'Europe, sanctionne sa politique, peut-être à juste titre. Mais lui veut retrouver cette puissance, et il a compris que notre faiblesse, c'était notre manque de courage. Et parce que moi, je ne souhaite absolument pas la guerre. C'est quelque chose, la guerre, c'est de la souffrance, c'est de la peine. Quel manque de courage. La guerre propre, ça n'existe pas. Mais quel manque de courage. Mais il sait très bien qu'il va avancer et on ne bougera pas. Donc, on va faire... Non mais... Le manque de courage, c'est ne pas faire la guerre. C'est étrange comme vision. Mais non, mais militairement, il avance et on sait très bien qu'on va pas avoir le courage de se dresser militairement contre lui. C'est pas du courage que de faire la guerre, il me semble. Enfin, on peut faire la guerre sans l'aimer, mais c'est notre thèse. On va faire réagir. Faire la guerre, c'est quand même un acte de courage. Oui, on va faire réagir. Pas nécessairement. On va faire réagir Claude Blanche-Maison. À l'époque, il y a un sénateur américain, c'était dans les années 50, à l'époque où la France et l'Angleterre n'avaient pas l'arme nucléaire, qui avait dit, je crois que c'était au moment de la crise de Suez en 56, je ne risquerai pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Est-ce qu'on va risquer Paris, Londres, New York ou Los Angeles pour Kiev ou Kharkov, à votre avis ? Non, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Heureusement. Simplement, je voudrais remarquer, pour le diplomate que je suis, la guerre, c'est l'échec de la diplomatie. En effet, l'espace de la diplomatie, pour le moment, a disparu. Donc, on est maintenant dans la période de la guerre. Mais cette guerre va être limitée au territoire de l'Ukraine. Et d'ores et déjà, Bush a dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains. L'OTAN a dit qu'il n'y aurait pas de soldats de l'OTAN. Donc, c'est une opération qui ne débordera pas au-delà de l'Ukraine. Mais c'est très grave parce que ça veut dire que on piétine les règles du droit international, la garantie des frontières internationales, l'intégrité territoriale des États, qui est un principe de base de l'Organisation des Nations Unies, un principe de base de l'OSCE et un principe de base de tous les traités qu'on a pu signer au cours des dernières années. Enfin, donc c'est piétiner
ces principes, c'est évidemment monstrueux. D'ailleurs, on voit bien que la Chine, qui ne veut pas critiquer ouvertement la Russie pour la raison que je disais tout à l'heure, parce qu'elle veut que la Russie tombe dans son escarcelle à terme, la Russie n'est pas d'accord avec cette stratégie d'effacement des frontières. Elle l'a dit à plusieurs reprises, elle le dit en privé, elle l'a montré en s'abstenant au Conseil de sécurité lorsqu'il était question du rattachement de l'Ukraine à la Russie, et elle le dira encore dans cette opération sur l'Ukraine. La Turquie elle-même, qui pourtant a des complaisances pour la Russie, a dit qu'il fallait que les troupes russes se retirent. Par conséquent, la Russie est aujourd'hui isolée sur la scène internationale. Elle a peut-être le soutien de la Biélorussie, encore c'est pas sûr. Donc, effectivement, Poutine va en subir les conséquences, et je ne sais pas comment il va sortir de cette guerre, puisque c'est une guerre. Bien sûr, toute guerre finit par une conférence de la paix, oui. Mais dans combien de mois et après combien de morts? Et avec quelles conséquences après? Parce que si on ficelle mal la paix, ça peut poser problème. Les vraies voix à 18h41, on continue le débat dans quelques instants en compagnie de Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Vous êtes désormais 68,7% à dire non. On se retrouve immédiatement. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirouz, Tom Conan, Joseph Touvenel. Édition spéciale vu la situation en Ukraine. Nous sommes en compagnie de Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou de 2000 à 2003. Notre reporter Clément Barguin s'est rendu à l'ambassade de Russie en France où manifestaient des Ukrainiens. On écoute ceci. Les yeux embués de larmes, rivés sur l'ambassade de Russie, Maria est anéantie. Cette Ukrainienne qui vit en France depuis quelques années vit un cauchemar éveillé. C'est inimaginable, j'arrive pas, je ne comprends pas comment c'est possible aujourd'hui. Je ne comprends pas comment c'est possible, ça ne rentre pas dans la tête. Je pense que je me rends pas compte en fait. Parce que j'ai pas peur là, je suis juste enragée. On voit des chars, des avions au-dessus de notre ville, au-dessus des villes où j'ai grandi, etc., où il y a mes parents. Anna, elle ne décroche pas de son téléphone portable. Sa famille est pour l'instant bloquée en Ukraine. Impossible de fuir le pays. Très grosse inquiétude pour les amis qui sont un peu partout en Ukraine, pour ma famille qui est à Odessa et pour ma belle famille qui est à l'ouest de l'Ukraine. Parce que les frappes ont été faites partout en Ukraine et les messages qu'on reçoit, c'est plus qu'alarmant et c'est plus qu'inquiétant. Des Ukrainiens qui ne pensaient pas que tout irait si vite. Olena est résignée, la guerre est déclarée. Il n'y a pas de diplomatie, on ne peut pas parler de la diplomatie avec la Russie, jamais. Et même les présidents de tous les pays européens, ils ont déjà réclamé ça. C'est forcément la guerre, apparemment. Des Ukrainiens comme Livia qui comptent sur le soutien de la communauté internationale. C'est impossible tout ce qu'il fait maintenant en Ukraine. Aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain c'est qui? La Pologne, Lituanie, c'est qui la prochaine? On est obligé d'arrêter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde dit, il faut que tout le monde dise non Poutine, stop. La communauté ukrainienne qui reste très soudée, de nombreux rassemblements se tiennent partout en France. Claude Blanche-Maison, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou de 2000 à 2003. Les Ukrainiens, ce sont des Slaves, les Russes, ce sont des Slaves. On pourrait se dire que c'est une guerre fratricide. Mais quand on entend les réactions des Ukrainiens sur le trottoir devant l'ambassade de Russie à Paris, est-ce vraiment une guerre fratricide ? C'est peut-être ce qu'a réussi à faire Poutine. En effet, les Ukrainiens n'étaient pas fondamentalement anti-russes il y a un certain nombre d'années, et ils le sont devenus. En tout cas, la majorité d'entre eux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre la tactique et la stratégie. Et là, on a en effet maintenant une grande majorité de la population ukrainienne qui, en effet, est devenue hostile à la Russie. Quant à la question des frontières, encore une fois, elle est essentielle. Les frontières en Afrique sont partout artificielles et les Africains, dans leur sagesse, ont décidé de les garder dans l'état où elles sont pour éviter la guerre totale sur tout le continent. C'est l'autre jour le représentant du Kenya qui disait ça au Conseil de sécurité des Nations Unies avec beaucoup de pertinence. Alors pourquoi remettre en question la frontière et la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine? C'est évidemment inacceptable. C'est contraire à toutes les règles qui font notre société internationale. Lydia Guirouz. Oui, je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur, mais du point de vue de Vladimir Poutine, sa volonté, c'est sans doute de marquer l'histoire et marquer l'histoire de la Russie
toutes ces provinces. Je ne sais pas comment nous réussirons à le faire reculer. Je me demande si c'est pas un plan qu'il a finalement depuis plusieurs années pour obtenir que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, ce qu'il veut depuis longtemps. Est-ce qu'on cédera sur ce point-là? C'est la question que je vous pose, Monsieur l'ambassadeur. Claude Blanche-Maison. Écoutez, vous savez que la France et l'Allemagne se sont employés à expliquer à l'OTAN en 98 que l'Ukraine et la Géorgie n'avaient pas vocation à entrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, menacés par le canon, effectivement, ces choses sont peut-être moins souvent répétées. Mais je ne crois pas que ça soit un bon moyen de dire que l'histoire peut prévaloir sur le droit international à un moment donné. Surtout que ce droit international, il est incontestable, il est contesté par personne. Alors pourquoi est-ce qu'au nom de l'histoire, encore une fois, on mettrait le droit international sous le boisseau? Je comprends bien que la Russie a des demandes de sécurité, et M. Poutine les a exprimées clairement en décembre dernier. Pas de nouvelle extension de l'OTAN, pas d'armes offensives dans les pays qui sont riverains, qui ont une frontière commune avec la Russie, qu'ils soient dans l'OTAN ou pas. Les Américains ont fait semblant de ne pas entendre ou n'ont pas voulu répondre. C'est un problème, en effet, qui se pose et qui pourrait se poser dans une conférence sur la sécurité en Europe. Faisons une conférence sur la sécurité en Europe. D'ailleurs, de toute manière, sans vouloir paraître cynique, après la guerre, il y aura forcément une conférence sur la sécurité. Mais pourquoi ne pas commencer par cela avant de faire la guerre? Mais justement, je voulais vous poser une question. Souvent, les Russes utilisent l'argument de l'ex-Yougoslavie pour expliquer leur politique. Quand Poutine a reconnu il y a quelques jours les républiques de Lugansk, notamment à l'est de l'Ukraine, comme étant souveraines, on va dire ça comme ça, tout le monde a poussé des cris d'orfraie en Occident, mais quand l'Allemagne a reconnu l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie dès décembre 1991, alors que la Yougoslavie était un État souverain, ça n'a posé de problème à personne en Europe ou dans les pays de l'Ouest. Et quand il y a eu la jurisprudence Kosovo, où on a bombardé Belgrade parce que les indépendantistes albanais du Kosovo avaient demandé l'indépendance, on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. Les Russes d'Ukraine n'ont pas les mêmes droits que les Albanais du Kosovo, et reconnaître la Slovénie et la Croatie, c'est bien, mais reconnaître les républiques russes d'Ukraine, c'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu un problème au départ, un péché originel il y a 30 ans en Yougoslavie qu'on paye aujourd'hui? Vous avez tout à fait raison. La description que vous faites est tout à fait exacte sur le plan juridique. Simplement, le problème est peut-être un petit peu différent parce que si le Kosovo a été reconnu comme indépendant, c'était à l'époque pour éviter une continuation de la guerre. Alors en effet, ça n'a peut-être pas été fait dans les formes, c'est vrai, et c'est critiquable, mais une grande partie d'États dans le monde ont reconnu cette indépendance du Kosovo. Pas tous, bien entendu. Et dans l'Union européenne, il y a plusieurs États qui ne la reconnaissent pas. L'Espagne, par exemple. L'Espagne, qui a peur pour la Catalogne, bien sûr. Bien sûr. Mais cela dit, là, qui va reconnaître les deux nouveaux États autoproclamés indépendants? Personne. Peut-être le Biélorusse, s'il attend encore quelque chose, un soutien supplémentaire de Vladimir Poutine. Peut-être le Venezuela. Et encore peut-être le Nicaragua, et puis c'est tout, il n'y en aura pas d'autres. Personne dans la communauté internationale, personne de sérieux ne va reconnaître l'indépendance de ces deux États. Surtout que dans le décret reconnaissant leur indépendance, la Russie a pris soin de définir le contour de ces deux États comme étant celui des provinces de Donetsk et de Luhansk dans l'Ukraine avant les événements de 2014. Ça veut dire que la moitié de ces provinces pourrait être conquise par les indépendantistes avec l'aide de la Russie. C'est donc là le germe d'une guerre au Donbass, puisque comme vous le savez, la moitié du Donbass reste actuellement sous le contrôle de Kiev. Donc voilà, manifestement, il y a là la recherche d'une guerre, en réalité, qui pour le moins se développerait dans le Donbass et qui probablement a un objectif encore plus important, qui est celui d'un regime change à Kiev. Mais effectivement, ça ne concerne que l'Ukraine. Et je suis persuadé que la Russie ne s'attaquera absolument pas à des pays qui appartiennent à l'OTAN.
Tom Conan. Oui, moi, il me semble quand même que la situation actuelle quand même tend en tout cas à pousser l'Ukraine dans les bras de l'Europe et en tout cas de l'Union européenne à terme. Ça me semble quand même en tout cas être peut-être l'issue possible, non pas l'OTAN mais l'Union européenne en tant que telle. Et effectivement, je pense que là, je lisais des tweets de Raphaël Glucksmann aujourd'hui là-dessus, bon, qui est parfois critiqué sur ses positions, mais je trouve là-dessus il a quand même une vision relativement précise de la situation. Il y a quand même vraiment là une opportunité, une fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots, à jouer pour l'Union européenne, parce que là finalement elle est en train quand même, il me semblerait, de jouer un petit peu son identité, de jouer sa légitimité, sa puissance également bien sûr, mais surtout sa capacité à pouvoir résoudre ce conflit. C'est-à-dire que si ce conflit finalement se solde par État interposé, par puissance interposée et notamment par le truchement de l'OTAN ou des États-Unis, évidemment, nous on passera une nouvelle fois comme étant une union moribonde et incapable de se prononcer d'une seule voix. Donc est-ce que là on n'est pas en train de jouer peut-être même la survie même de l'idée d'Union européenne? Claude Blanche-Maison. Oui, moi je trouve que ce que vous dites là est très intéressant parce qu'en effet, Vladimir Poutine a multiplié les mises en garde sur l'OTAN et l'ennemi c'est en effet l'OTAN. Il n'a jamais émis de critiques sur l'Union européenne en tant que telle. Et on a tort de parler de l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne. Il faut spécifier. Et donc effectivement, il y aurait probablement une carte Union européenne à jouer. Simplement, est-ce bien le moment? Nous avions proposé dans le passé, précisément à l'époque où j'étais en Russie en 2003, un espace économique commun entre la Russie et l'Union européenne qui aurait bien entendu compris les pays intermédiaires, dont l'Ukraine. Et si M. Vladimir Poutine avait accepté ce concept, la négociation s'était engagée après un sommet tenu à Saint-Pétersbourg, et puis la négociation s'est ensuite enlisée l'année suivante ou les 2 années suivantes parce que côté Union européenne, les Baltes et les Polonais n'en voulaient pas, et côté russe, il y avait des influences divergentes autour de Poutine, et les panslaves, les anti-européens n'en voulaient pas non plus. Joseph Touvenel, court. Et Lilia Guirous, court si vous voulez. Tom a dit quelque chose d'assez exact et ça concerne tous les pays à côté parce que moi j'ai des contacts syndicaux avec les Polonais, les Roumains, les Bulgares, les Lituaniens, etc. Ils sont à la fois inquiets et ils observent énormément ce que l'on va faire parce que c'est leur propre sécurité derrière. Et se dire comment on gère. Et il y a un sentiment anti-russe parce qu'ils ont été occupés par les communistes pendant des années avec l'Union soviétique derrière. Et ça leur a pas laissé des bons souvenirs. Mais ils regardent de très près comment on réagit pour voir on peut leur faire confiance ou pas. Lilia Guirous. Moi, je m'interroge sur un autre pays, la Turquie. Quel rôle la Turquie peut avoir et peut jouer et comment elle peut se positionner dans cette crise? Claude Blanche-Maison pour répondre tant à Lilia Guirous qu'à Joseph Touvenel. La Turquie, je l'ai dit tout à l'heure, elle vient de demander le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Et elle est membre de l'OTAN. Oui, et elle a même proposé de jouer les rôles d'intermédiaire. Mais la Turquie... c'est un peu comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Elle a tendance à exagérer ses capacités diplomatiques. Et je ne vois pas M. Poutine accepter une quelconque médiation de la Turquie. D'autant plus qu'Erdogan est un partenaire, dans certains cas de l'OTAN, dans certains cas de la Russie. Mais dans les 2 cas, c'est un partenaire incommode. Par conséquent, je pense que la Turquie ne jouera pas de rôle important dans la suite des événements en Ukraine. Et Claude Blanche-Maison, et pour répondre justement à ce que disait Joseph Touvenel, qui me paraît très juste, les pays ex-satellites de l'Union soviétique qui sont en général très anti-russes, est-ce qu'il ne va pas y avoir une fracture au sein de l'Europe entre les pays les plus durs contre la Russie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, les pays baltes, etc., et des pays plus modérés, plus éloignés comme la France, le Portugal ou l'Espagne? On va le voir maintenant, là, avec le Conseil européen qui se déroule actuellement à Bruxelles. Mais cette distinction existait, vous avez tout à fait raison, elle s'est estompée, cette nuit, avec l'invasion du territoire ukrainien. C'est très étonnant, mais en effet, on constate que l'Union européenne, jusqu'à présent, a fait preuve d'une grande cohésion dans cette affaire. Et moi, je parie que cela continuera. Alors, on va le voir dans les décisions qui seront prises ce soir par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles, mais bien sûr, là-dessus, l'Union européenne joue sa
sa crédibilité, c'est essentiel. Et ce conflit, il a lieu au cœur de l'Europe. Les Américains sont très loin, ça n'est pas leur conflit. Nous, c'est notre conflit. Ce sont nos voisins. L'Ukraine et la Russie sont nos voisins en Europe. Par conséquent, c'est à nous de résoudre ce problème. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou de 2000 à 2003. Toujours un plaisir d'avoir votre expertise au micro de Sud Radio. Je vous remercie encore. Verdict sur Twitter, Russie-Ukraine, craignez-vous une troisième guerre mondiale? Vous êtes 68,9% à dire non. On a enlevé le 18h50 vu l'importance du grand débat aujourd'hui. Tout de suite, on aura notre auditeur du jour, François Desyvines, qui veut parler de la situation en Ukraine. Et ensuite, vous retrouverez bien évidemment Philippe Rossi pour les vraies voix qui font rouler la France.